Je m'appelle Éloi Morvan et j'ai grandi dans un hameau si petit qu'il n'apparaît même pas sur les cartes. Kéravel, entre la lande rousse et les falaises du Finistère. Là-bas, le vent ne dort jamais. Il racle les volets, siffle dans les ajoncs et soulève la poussière salée des chemins. L'air y a toujours eu ce goût de fer et d'algues mortes, un parfum d'humidité ancienne qui s'accroche aux vêtements et aux prières. Mon enfance s'y est écoulée lentement. Rythmée par la pluie et le tintement des cloches de Saint-Corentin-des-Vents, une église perchée sur la butte, faite de granit gris et de vitraux pâlis par le sel. Maman disait que ma première communion serait la clé pour éloigner le malheur. Elle répétait cela avec un sérieux qui me glaçait. Mon père était mort 2 ans plus tôt, pris par la mer un matin de brume, et depuis ce jour la maison avait perdu sa chaleur. Plus de rire, plus de feux tardifs, seulement la voix de maman murmurant des rosaires interminables. Mon frère Marc, 3 ans de plus que moi, refusait catégoriquement de faire sa communion. Il avait cette obstination silencieuse qui me fascinait. Il ne criait jamais, mais son regard suffisait à clore les discussions. Je ne savais pas encore que ce refus cachait quelque chose qu'aucun enfant n'aurait dû porter seul. Le mercredi, après l'école, je montais seul au catéchisme. Les pavés de la côte Saint-Guénolé luisaient de pluie. Le vent me repoussait presque, comme s'il voulait m'empêcher d'y aller. L'église dominait tout le bourg. Son clocher semblait fendre le ciel. Et tout autour, les maisons s'écrasaient contre le sol, leurs toits d'ardoise penchés comme sous un poids invisible. La salle du catéchisme était attenante au presbytère. On y entrait par une porte basse, si basse qu'il fallait courber la tête. À l'intérieur, l'odeur de cire et de livres humides se mêlait à celle du froid. La catéchiste, sœur Madeleine, parlait d'une voix douce, mais ses yeux noirs fixaient chacun de nous comme s'ils mesuraient notre foi. Elle répétait « Souvenez-vous, les enfants, les innocents voient ce que les adultes ont oublié. » Je ne comprenais pas vraiment, mais ces mots m'ont poursuivi toute ma vie. Les cours finissaient au crépuscule. En sortant, les ombres s'allongeaient sur les murets et les champs. La brume montait de la vallée et avalait la route. Marc devait venir me chercher, mais ce soir-là, il ne vint pas. Je pris donc le chemin des ruines du vieux couvent de Sainte-Anne, un raccourci que les parents nous interdisaient. Trop escarpé, disait-il, mais je savais qu'il parlait d'autre chose. Entre les pierres couvertes de mousse, on disait que les âmes des anciennes sœurs y récitaient encore les offices qu'on leur avait arrachés. Des pêcheurs prétendaient voir des flammes bleues errer entre les arches brisées. Je marchais vite. Chaque pas faisait craquer les feuilles mortes, et le vent apportait du large une plainte de mouette qui ressemblait à un gémissement humain. Devant moi, la vieille école abandonnée, un bâtiment de pierre aux fenêtres barrées, se découpait dans la brume. Alors, un bruit. Une chaise qu'on traîne, lentement, sur le parquet de l'une des classes. Je me suis arrêté. Un halo orangé filtrait à travers une vitre fêlée. J'ai collé mon front contre le verre glacé. Dans la lumière, à 3 mètres à peine, une femme en habit noir se tenait debout, le visage perdu dans l'ombre de son voile. Elle ne bougeait pas. Mais j'ai su qu'elle me regardait. Un regard lourd, patient, presque curieux. J'ai reculé d'un bond. Le bruit de la chaise s'est tu. Alors j'ai couru sans réfléchir, les semelles glissant sur la boue, le souffle court. En bas du chemin, la brume s'était épaissie. Et là, quelqu'un courait à mes côtés. Je n'ai pas tourné la tête tout de suite. J'ai cru que c'était Marc, venu enfin me chercher. Mais la voix que j'ai entendue était trop jeune, trop claire. « Plus vite !» C'était un petit garçon. Il avait les cheveux très blonds, presque blancs, et portait une culotte courte à boutons d'un autre siècle. Ses yeux luisaient comme des pièces d'argent dans la pénombre. Il ne semblait pas essoufflé. Et ce sourire ? Large, immobile, un sourire de poupée. J'ai voulu lui demander son nom. Mais il s'est arrêté net, m'a fixé un instant, et a disparu, comme avalé par la brume. Le silence est retombé d'un coup, à part la respiration sifflante du vent. Quand j'ai atteint la route principale, maman m'attendait devant la maison, les bras croisés, la silhouette tremblante de colère et de peur mêlée. « Hein, tu crois qu'on n'a rien d'autre à faire que t'attendre ? Où est ton frère ?» Je n'ai pas pu répondre. Elle m'a attrapé par l'épaule. « Tu vas le chercher, tout de suite. Il est monté voir pourquoi tu n'arrivais pas. » Je n'avais aucune envie de remonter vers l'église. Mais désobéir à maman me semblait plus dangereux encore. Je suis reparti, seul, la lampe à pétrole vacillant dans ma main. Les ombres des croix de granit s'allongeaient sur le chemin, tordu par la flamme. À mi-pente, le vent a cessé. Le silence absolu. Et c'est là que je les ai vus. 3 silhouettes, alignées sur le parvis, tournées vers la vallée. Leurs robes noires collaient à leurs jambes comme si la pluie tombait encore. Mais il ne pleuvait plus. Elles avaient les mains jointes, la tête penchée. Je me suis dit, des sœurs en prière. Pourtant, aucune ne bougeait. Pas un geste. Pas même un battement de cils.
Et le plus étrange, c'est qu'elles semblaient m'attendre. J'ai reculé, sans quitter leur visage, ou plutôt l'absence de visage. Leurs voiles montaient si haut qu'ils engloutissaient toute expression. Un goût de fer m'a rempli la bouche, je m'étais mordu la langue sans m'en rendre compte. Quand j'ai osé cligner des yeux, il n'y avait plus rien sur le parvis. Seulement les vitraux ternes et le son des cloches lointaines, qui vibraient sans qu'aucune corde ne soit tirée. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à fixer la pierre. Puis, une main s'est posée sur mon épaule. Marc, il transpirait malgré le froid. Ses yeux, agrandis par la peur, me cherchaient dans la nuit. Il n'a rien dit d'abord, puis « Tu les as vus, toi aussi ?» Sa voix tremblait, mais pas de froid. Ce soir-là, aucun de nous n'a dormi. Et même si, au matin, maman répétait que ce n'était que des ombres, je savais que non, car la fenêtre de notre chambre, pourtant bien fermée, était restée ouverte sur la lande, et sur le rebord, dans la poussière, des empreintes fines comme celles d'un enfant ou d'un chat. La nuit qui suivit ne s'éteignit jamais tout à fait. Elle resta suspendue dans la maison comme une nappe d'air froid. Maman ouvrait et fermait des tiroirs sans raison, puis déposait des assiettes, qu'elle reprenait aussitôt, comme si la répétition pouvait conjurer ce que nous ne nommions pas. Marc, lui, ne cessait d'aller et venir entre la fenêtre et la porte, à l'affût d'un bruit, d'un signe. Il avait ce visage fermé des grands quand ils sentent qu'un enfant a franchi quelque chose d'irréversible. Au matin, la pluie avait remplacé la brume. Le Finistère reprenait son rythme, bottes sur les chemins, camions sur la départementale, cloche de mi-journée. On apprit que Paul, mon camarade, avait été recousu à l'hôpital. Des entailles de ronces, dit son père, sans oser soutenir le regard de maman. Pourtant, il n'y a pas de ronces qui tracent sur un visage des lignes parallèles et égales, comme si une main patiente les avait mesurées. En classe, le maître annonça d'une voix neutre « La cour de l'ancienne école sera grillagée. On n'y joue plus. » Puis il baissa les yeux, et je sus qu'il mentait par omission. La consigne ne venait pas de lui. On parlait bas, dans les couloirs, les sœurs noires, les filles du couvent. Un mot revenait, corrodé par les ricanements, cagoule. On se moquait, pour tenir la peur à distance. Le soir, Marc m'attendait à la sortie. Nous descendîmes par la venelle des ajoncs, là où la pierre suinte. Il gardait les mains dans ses poches, et je vis ses jointures blanchir à travers le tissu. « Dis, Marc, tu as vraiment entendu la voix d'un enfant hier ?» Il marcha quelques pas sans répondre, puis « Oui. Elle venait de derrière moi, mais quand j'ai tourné la tête, il était déjà devant. Un blondinet en culotte, comme dans les vieux catéchismes. Et il a ri. Pas fort, juste assez pour que je comprenne que ce rire n'était pas pour moi, mais contre quelque chose. Contre quoi? Je n'en sais rien. Mais j'ai pensé que si je te retrouvais vite, ça s'éloignerait. Nous passâmes, devant la chapelle Saint-Ronan, un simple cube de pierre battu par le vent. Des ex-voto nautiques pendaient à l'intérieur. Bateaux miniatures, photographies sépia, plaques gravées à la gloire d'un sauvetage. Sur l'une d'elles, je lus « Pour l'enfant sauvé des eaux, 1968 ». Quelqu'un avait gratté la surface. Le prénom manquait. Au presbytère, sœur Madeleine nous attendait sur le pas de la porte. Elle semblait nous guetter, comme si elle avait anticipé notre venue. « Vous deux, là, rentrez, vite !» Sa voix qui, d'ordinaire, avait la douceur cassée du lait tiède, était brusque. Nous la suivîmes dans la petite salle où le poêle ronflait. Au mur, des images pieuses, ternies par l'humidité. « Vous avez l'air de savoir quelque chose », dit-elle en posant sur nous ses yeux noirs. Marc soutint sans un mot ce regard. Je sentis sa main chercher mon poignet, discrètement. « Ce ne sont pas des sujets pour des enfants, » reprit-elle. « N'allez plus près de l'ancienne école, et évitez le chemin des ruines, après Vêpres. »« Pourquoi ?» demandai-je. Elle hésita, puis soupira, soudain lasse. « Parce qu'on voit mieux quand le jour tombe, et que certaines choses aiment être vues. » Nous allions partir lorsqu'elle ajouta, plus doucement. « Votre mère a raison de vouloir votre communion. Les promesses qu'on prononce ce jour-là attachent. Elles empêchent parfois des mains de se poser. » Dans la cour, le vent fouettait les hortensias. Marc avait cette façon de se taire qui voulait dire « On y va quand même ». Nous n'avions ni plan ni courage, seulement la conviction enfantine que marcher vers la peur la désarme. Nous prîmes la contre-allée qui remonte vers le calvaire de granit. Les croix, couvertes de lichen jaune, inclinèrent leurs bras vers le sentier comme pour bénir une procession invisible.
Plus haut, sur la droite, les ruines de Sainte-Anne griffaient le ciel d'arcs cassés. On prétendait à Kéravel que le couvent avait brûlé de l'intérieur, une nuit sans lune, sans qu'aucun habitant ne voie de flamme. Les pierres avaient noirci, comme si le feu avait été contenu dans chaque pierre. C'est là que le chat apparut, pour la première fois pleinement. Pas un chat de ferme, un pelage trop sombre, trop lisse, comme un tissu humide. Il nous observait depuis un muret, queue immobile, oreille dressée. Je fis le bruit des lèvres qu'on fait pour appâter un animal. Un son que tout chat reconnaît. Il ne bougea pas. Marc ramassa un caillou. Non pour le jeter, mais pour l'avoir en main. Geste de gamin qui se donne du courage. « Tu vois ?» dis-je. Il ne fuit pas. Les chats fuient quand ils n'ont rien à voir. Le chat sauta du muret sans bruit, s'avança jusqu'à mes chaussures. Je sentis l'odeur humide de sa fourrure, et autre chose, un parfum de linge froid et de cire, l'odeur des sacristies. Il leva la tête. La lumière grise du soir glissa sur son museau, et mon estomac se contracta. Ce n'était pas un visage d'enfant, pas entier, plutôt une intention de visage, esquissée au milieu des poils, l'arrondi d'une joue, la pâleur d'une tempe, l'ombre d'un front, un œil trop humain, fixe et humide. Et, sous l'œil, l'amorce d'un sourire qui n'en était pas un. Je reculai, trébuchai sur une racine. Marc se pencha aussitôt vers moi, mais le chat s'était déjà écarté de 2 pas, puis arrêta, comme s'il nous attendait. Nous l'avons suivi. Ridicule de le dire. Nous suivions un chat comme on suit un guide. Il nous conduisit par le sentier des douaniers, le long de la lande où les ajoncs cognent au mollet. De là-haut, l'Atlantique était une nappe d'ardoise, striée de mousse. On entendait la mer même quand on ne la voyait pas. Le chat s'arrêta, devant un trou de pierre, à mi-pente, presque invisible, une ouverture basse, comme la bouche d'un four creusé dans le talus. Une odeur de terre mouillée en sortait, mêlée à un relent d'encens. « Une grotte ?» souffla Marc. Je me mis à genoux pour regarder. Les parois suintaient. À l'intérieur, la pénombre s'organisait en plans. D'abord la cavité, puis un renfoncement, et plus loin encore, comme une deuxième salle. Sur le sol, j'aperçus des objets. Rubans, un chapelet cassé, des bouts de tissu noir, détrempés. Marc voulut se glisser. Je l'attrapai par la manche. Non, attends la lumière. La lumière les attire, rétorqua-t-il sans ironie aucune. Nous restâmes là, à genoux dans la boue, le cœur battant, jusqu'à ce que le ciel prenne cette couleur d'étain où les détails se dissolvent. Le chat, entre-temps, avait disparu, sans un bruit. La grotte recrachait le vent par à-coups, comme si un poumon invisible y respirait lentement. Nous rentrâmes par le chemin long, sans nous parler. La maison nous parut étrangère, comme si quelqu'un avait déplacé les murs de quelques centimètres. Maman préparait du poisson. L'odeur, d'habitude rassurante, me leva le cœur. « Vous avez pris la pluie ?» fit-elle, en pliant un torchon. « Non, mentit Marc. On est passé voir Joss. » Joss, c'était un vieux marin qui vivait à l'entrée du bourg, moitié gardien de phare qui n'avait jamais gardé de phare, moitié fossoyeur sans cimetière. Les adultes disaient de lui qu'il savait des choses. Le nom, prononcé ainsi, servait à tranquilliser maman. Elle hocha la tête et posa la poêle. « Tant mieux. Joss sait. Quand elle se fut endormie, nous avons filé. » Chez Joss, la porte était entrebâillée comme toujours. L'intérieur sentait la corde, le goudron et la soupe de choux. Il leva la tête, plissa les yeux, comme pour rectifier notre place dans sa mémoire. « Je vous attendais hier, » dit-il sans saluer. Marc frémit. « Vous saviez ? Ce qu'on sait n'a pas d'importance, ce qu'on accepte de regarder, si. » Nous lui parlâmes de l'ancienne école, des silhouettes sur le parvis, du chat à visage d'enfant, de la grotte. Il ne prit pas de notes, ne nous interrompit pas. Puis il posa calmement sa cuillère, essuya sa moustache d'un revers de manche et déclara « Ce que vous appelez « sœurs noires », vos grands-parents les appelaient « les pauvres ». Elles n'étaient pas pauvresses, pauvres d'autre chose. Elles vivaient hors des murs du couvent, comme des ombres, quand on leur avait interdit d'y entrer. On les voyait dans les processions, mais pas à l'intérieur de l'église. On les voyait sur les chemins, mais pas dans les maisons. On les voyait près des enfants, mais pas auprès des adultes. Il se pencha, sa voix descendit d'un ton. On disait aussi qu'elle prenait quand un vœu n'était pas tenu.
Quels vœux, fis-je? Ceux qu'on fait sans comprendre, ceux que les mères font pour leurs enfants. Un silence long. Le poil claqua. Joss reprit. La grotte. Elle n'était pas là de mon temps. En revanche, je connais le trou au-dessus du trinquette, la vieille sente des douaniers. On l'appelait la gueule. À la saison des tempêtes, on y déposait des choses pour apaiser. Rubans, cheveux, morceaux de linge, images pieuses. Il y a 30 ans, un enfant du hameau a disparu. On a retrouvé, plus tard, un petit soulier près de la gueule. Il nous regarda, impassible. C'était ton âge, Éloi. Blond, lui aussi. Il s'appelait Yann. Sa mère avait promis quelque chose à Sainte-Anne. Elle ne l'a pas tenu. Je sentis la pièce se resserrer, comme si l'air se retirait par la fenêtre entr'ouverte. Où est sa tombe ? Demandai-je. Pas de tombe. La mère l'a peut-être pris, ou autre chose. Pourquoi elle nous regarde ? Osais-je encore. Parce que vous entendez. Et parce que l'un de vous a refusé. Marc releva la tête si vite que la chaise grinça. Refuser quoi ? Ce qu'on attendait de lui. Parfois, refuser attire plus fort que accepter. Nous ne sûmes que faire de ces mots. Joss nous congédia d'un geste, comme on chasse doucement 2 chats de la table, puis nous confia une lampe tempête et un vieux chapelet d'ivoire jauni. Si vous y retournez, prenez ça. Ne priez pas comme on récite, tenez les mots entre les dents. Ils tiennent mieux à la pierre. Nous y retournâmes le lendemain, trop tôt pour être prudent, trop tard pour être sage. La pluie s'était remise à tomber en nappes obliques. Le vent portait le sel jusque sur les murets. Je sentais le chapelet dans ma poche comme une poignée d'eau. À mesure que nous approchions des ruines, le bruit de la mer changeait. Il devenait battu, régulier, comme un cœur dans une poitrine étrangère. La gueule devant nous exhalait une haleine humide. Nous n'eûmes pas besoin de nous parler. Marc alluma la lampe, la posa au sol, et nous rampant l'un derrière l'autre, nous glissâmes à l'intérieur. La première salle était basse. On ne tenait qu'à genoux. La terre collait aux mains. Sur la paroi, des traces de suie dessinaient des arcs, des triangles, des formes qu'on aurait dites liturgiques, si elles n'avaient pas semblé griffées à la hâte. Au fond, une seconde cavité se devinait, presque ronde. C'est là que nous l'entendîmes, un froissement, comme des tissus qu'on replace, un vêtement qu'on redresse sur des épaules. Puis un souffle, ni tout à fait humain, ni tout à fait animal, un souffle qui mesurait. Marc s'immobilisa, la lampe clignota. Je sentis au ras du sol une fraîcheur couler contre mes poignets, de l'air qui entrait, qui sortait. « Éloi, murmura-t-il, regarde. » Je posai la lampe au bord de la seconde salle. La lumière, amortie par la terre, balaya le sol et s'arrêta sur des rubans. Pas ceux des jeunes filles, non. Des rubans noirs, imparfaits, coupés nets. À côté, un petit soulier d'enfant, mou debout, dont l'élastique avait cédé. Je tendis la main, hésitai, et un autre son nous cloua. Un chuchotement, juste au-dessus de nos têtes. Pas de voix. 3. Des syllabes qui n'étaient ni du latin ni du breton. Un filet de paroles qui glissait plutôt qu'il ne tombait. Marc éteignit la lampe d'un coup. L'obscurité fut totale, si totale qu'elle tomba avec un poids. Les chuchotements cessèrent. « On se replie », dit-il, si calmement que j'obéis sans discuter. Nous reculâmes à tâtons, les genoux râpant la terre. La sortie n'était plus qu'un ovale gris quand quelque chose se posa devant. Une ombre pleine qui obtura la lumière. Marc, à plat ventre, chercha dans sa poche, fit claquer une allumette. Dans la flamme brève, je vis 3 choses à la fois. Le bord d'un voile trempé, des mains jointes devant un buste, et l'œil d'un chat, immense et humide, à hauteur de nos visages. L'allumette s'éteignit. Un doigt, toucha ma joue, froid comme la pierre de l'église. Je n'ai pas crié, je n'ai plus su comment. Marc m'agrippa par la nuque et me poussa en avant. Nous avons jailli dehors, haletant, couverts de boue, les genoux en feu. Le vent nous plaqua contre le talus. Je tournai la tête une dernière fois. Personne à l'entrée. La gueule soufflait, posée comme un animal au repos. Nous avons couru sans nous retourner jusqu'au calvaire. Là, sous le Christ de granit, quelqu'un nous attendait. Non pas quelqu'un, l'enfant blond. Sa chemise était sèche, ses genoux propres comme s'il n'avait jamais rampé de sa vie. Il leva la main, paume vers nous, comme pour nous bénir, ou pour nous condamner. Puis il sourit. Ce même sourire trop grand, trop longtemps tenu, qui ne va à aucun visage vivant. Marc, soufflai-je, incapable d'ajouter autre chose. Il fit un pas vers l'enfant. Celui-ci recula d'un demi-pas, comme s'il nous attirait vers la pente qui mène au cimetière marin. Et alors, derrière nous, les cloches se mirent à sonner. Pas l'heure, pas un glas, un carillon sans motif,
comme si des mains invisibles avaient tiré toutes les cordes à la fois. Le blondinet tourna la tête, soudain sérieux. Il posa son index contre ses lèvres. Chut! Et désigna du doigt la pente vers la maison, là où, je le compris trop tard, quelqu'un ou quelque chose avait pris de l'avance sur nous. Cette nuit-là, le vent s'abattit sur Kéravel comme un animal qu'on aurait blessé. Les volets battaient contre les murs, le toit gémissait, et chaque coup de tonnerre semblait rouvrir un passage entre le monde et ceux qui rôdent autour. Maman priait dans la cuisine, à genoux sur les dalles. Je voyais ses lèvres remuer, rapides, comme pour recoudre quelque chose d'invisible. Marc, lui, fixait la lampe posée sur la table. La flamme s'allongeait et se tordait, tantôt bleue, tantôt jaune. « Tu l'as vu aussi, dit ?» demandai-je à voix basse. Il ne répondit pas. Il avait ce regard absent des gens qui cherchent à retenir une image avant qu'elle ne se dissolve. « Le petit garçon ?» insistai-je. « Ce n'est pas un garçon, dit-il enfin. C'est ce qu'il montre pour qu'on s'approche. » Il tourna la tête vers la fenêtre. Dehors, la pluie cinglait les vitres, et à travers les reflets, j'aperçus quelque chose d'étrange. Une lueur pâle, presque laiteuse, glissant entre les arbres du jardin. Elle montait lentement, comme si quelqu'un portait une lanterne sous l'eau. Marc se leva d'un bond, renversa sa chaise. « Ne regarde pas », ordonna-t-il. Mais je regardais déjà. La lumière s'arrêta devant le pommier, puis s'éteignit. À la place, une ombre longue, d'une taille d'enfant, se découpa un instant contre le mur de la grange. Une ombre seule, sans porteur. Je me reculai. Marc attrapa mon poignet. « On va retourner là-bas, dit-il. »« Où ?»« À la grotte. Je veux savoir ce qu'il y a après la deuxième salle. » Il n'y avait dans sa voix ni bravade ni peur, seulement cette obstination calme des gens qui ne peuvent plus faire autrement. Je voulus protester, mais le regard qu'il me lança m'ôta toute envie de discuter. Nous attendîmes que maman s'endorme. Puis nous prîmes les lampes tempêtes, les chapelets de Josse, et sortîmes par la porte du cellier. L'air sentait la tourbe mouillée et la mer. Le chemin était désert. Les flaques reflétaient les branches comme des vitraux brisés. Au-dessus, le ciel s'ouvrait par instants, découvrant des pans d'étoiles avant de se refermer aussitôt, avalé par les nuages. Quand nous atteignîmes la lande, la pluie s'était changée en bruine. La mer grondait, invisible derrière la falaise. Devant nous, la gueule semblait plus grande que la veille. La terre, gorgée d'eau, s'affaissait autour de l'ouverture. Une haleine froide en sortait, tiède par moments, comme si quelque chose y respirait lentement. Marc entra le premier. La lampe tremblait dans sa main. « On suit le même chemin. Si je dis ton nom, tu réponds tout de suite, d'accord ?» J'acquiesçai. À l'intérieur, le couloir semblait plus étroit. L'humidité dégoulinait des parois. Par endroits, on aurait cru voir des veines sombres courir sous la roche, comme si la pierre était vivante. Nous dépassâmes la première salle sans un mot. Le chapelet de Marc cliquetait doucement contre sa paume. Quand nous arrivâmes à la deuxième cavité, la lampe vacilla, puis se stabilisa. Tout était exactement comme la veille. Les rubans noirs, le petit soulier, les symboles tracés au charbon. Mais quelque chose avait changé. Les rubans semblaient plus récents, comme si quelqu'un les avait déposés depuis notre dernière visite. Marc se pencha. « Regarde, celui-là est sec. » Il le saisit entre ses doigts, un morceau de satin noir, ourlé d'un fil d'argent. Et à l'intérieur, cousu à petits points serrés, un prénom, Éloi. J'eus un mouvement de recul, un vertige, la sensation d'être soudain au bord d'un puits. « Qui aurait fait ça ?» murmurai-je. « La question n'est pas qui, mais quand ?» répondit Marc. Avant que j'aie le temps de réagir, un bruit monta de la salle du fond. Une sorte de gémissement étouffé, suivi d'un raclement. Marc brandit la lampe. « Il y a quelqu'un !» lança-t-il. La lumière dévoila un couloir plus étroit encore, que nous n'avions pas vu. Au bout, quelque chose bougea, lentement. Je crus d'abord que c'était une personne agenouillée. Puis je compris que ce n'était pas un corps, mais plusieurs, serrés les uns contre les autres, comme des silhouettes de suie qui s'écartaient à mesure que nous avancions. Leurs mouvements n'avaient rien d'humain, on aurait dit des voiles flottant sous l'eau. « On s'en va, Éloi !» Mais mes jambes refusèrent de bouger. J'étais figé, les yeux fixés sur le mur du fond où une tache claire venait d'apparaître. La lumière de la lampe y dessinait une forme, une main d'enfant imprimée dans la pierre, petite, nette, presque récente. Sous la main, une inscription à moitié effacée, pour ce qui fut promis et n'a pas été donné. « Marc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que quelqu'un a rompu un vœu, répondit-il, blême, et que nous, on paye à sa place. » Un craquement derrière nous. Nous nous retournâmes en même temps. Les silhouettes s'étaient rapprochées, formant une sorte de demi-cercle. Les voiles palpitaient sans bruit. Marc leva le chapelet. Au nom du Père, les voix s'élevèrent d'un coup, en chœur, sans bouche visible. Pas un chant, pas une prière, une plainte,
oscillante entre le souffle et la parole. La lampe se renversa, la flamme s'éteignit. Je sentis un froid intense m'envelopper, puis la pression d'une main sur mon front. Quelque chose murmura tout près de mon oreille. « Tu es à nous !» Je crus m'évanouir. Marc m'agrippa et m'entraîna dehors. Nous roulâmes dans la boue, suffocants, les yeux brûlés par le vent. Quand je pus respirer à nouveau, la gueule s'était refermée. La terre s'était effondrée, obstruant complètement l'entrée. Nous restâmes là, à genoux, incapables de parler. Puis Marc souffla. C'était elle. Les sœurs ? Non, ce qu'il en reste. Sur le chemin du retour, la pluie reprit. Marc ne disait plus rien. Sa main serrait le ruban noir avec mon prénom. Quand nous atteignîmes la maison, les volets étaient ouverts. La porte battait. À l'intérieur, maman n'était plus là. Sur la table, son chapelet. Et à côté, une feuille de papier, trempée, où je reconnus son écriture. Je devais tenir ma promesse. Pardonnez-moi. La lampe de la cuisine se balança doucement, projetant sur le mur l'ombre d'un enfant assis sur la chaise, immobile, la tête penchée. L'enfant blond. Le lendemain, le silence pesa sur Kéravel comme un brouillard qui aurait oublié de partir. Les voisins passaient, sans parler, l'air détourné. Quelqu'un avait dû dire quelque chose. Dès que Marc et moi sortions, les conversations s'interrompaient. Même les chiens ne nous approchaient plus. Maman n'était pas revenue. Sa disparition n'avait rien d'une fugue. Tout dans la maison montrait qu'elle savait. La soupe froide sur la table, le chapelet laissé bien en évidence, la porte ouverte comme pour éviter qu'on la force. Marc tenta d'aller à la gendarmerie. On l'écouta poliment, puis on lui demanda s'il n'exagérait pas un peu. Une mère, ça s'en va parfois respirer ailleurs. Mais personne, dans un rayon de 20 km, ne l'avait vu. Les jours suivants se confondirent. Le ciel resta bas, d'un gris uniforme. Je passais mes matinées à l'école, sans rien entendre de ce que disait le maître. Le soir, Marc lisait les vieux registres du grenier, penché sur la lumière tremblante de la lampe. Il cherchait dans le passé la clé de ce que nous vivions. Un soir, il m'appela. « Viens voir. » Sur la table, un cahier recouvert de poussière, relié de cuir. Sur la première page, une écriture fine. « Chronique de la maison de Sainte-Anne, 1883. » Marc lut à voix haute. « Les sœurs recluses ont pris vœu de silence éternel. On leur refusera la cloche, mais elles auront la nuit. Leurs prières garderont les enfants de Kéravel. » Plus loin, une autre note, griffonnée à l'encre brune. 3 d'entre elles ont quitté l'enceinte après la grande tempête. On les a vues dans la lande, pieds nus. Elles parlaient à des voix que personne n'entendait. On dit qu'elles ont promis quelque chose à Sainte-Anne, qu'en échange, les vagues cesseraient d'emporter les pêcheurs. Marc ferma le livre. « Tu comprends ? Elles ont fait un pacte. Et si la mère a repris, c'est qu'il a été rompu. » Il hocha la tête, pâle. « Maman parlait souvent de Sainte-Anne, tu te souviens ? De cette promesse pour la communion. Peut-être qu'elle a voulu la renouveler. » Je sentis un frisson me parcourir. « Tu crois qu'elle... » « Je crois qu'elle est allée là-bas. » Cette nuit-là, nous décidâmes de monter au presbytère. Sœur Madeleine savait plus qu'elle ne disait. Le vent soufflait à nouveau, secouant les tuiles. Dans la cour du presbytère, le linge des orphelines battait comme des bannières. Une lampe brûlait encore dans la sacristie. Marc frappa. Pas de réponse. Nous entrâmes. L'odeur de cire et de poussière saturait l'air. Sur le bureau, des papiers étalés, des missels ouverts à des pages marquées d'auréoles d'eau. Et au centre, un petit cadre noir. La photo d'un groupe d'enfants en habits de communion. Derrière eux, la façade du couvent encore intacte. En première rangée, un visage me glaça. Le petit garçon blond. Il tenait la main d'une femme en habit noir, le visage effacé par la lumière. Au dos de la photo, une inscription. Yann, 1968. Marc me regarda, bouche ouverte. « C'est lui !» Celui dont Joss a parlé. Je pris le cadre, mais mes doigts tremblaient. Sous le verre, coincé entre la photo et le fond, un morceau de papier plié en 4. Je le tirai. Une phrase d'une écriture serrée. La promesse n'a pas été tenue. Sainte-Anne réclame ce qui lui revient. Un bruit dans le couloir nous figea. Une marche qui craque. Puis une voix, celle de sœur Madeleine. « Vous n'auriez pas dû venir. » Elle était là, debout dans l'ombre, plus pâle que jamais. « Vous avez lu le cahier ?» demanda-t-elle. Marc hocha la tête. « Alors vous savez, ce n'était pas un couvent ordinaire. Les sœurs gardèrent les enfants de la mer. On leur confiait ceux qui étaient nés après un naufrage. Des enfants offerts pour calmer les vagues. Quand elles ont refusé de continuer, la mer a repris. Et les gens de Kéravel ont eu peur. Ils ont enfermé les sœurs, ici même. 3 ont survécu. 3 seulement. On les appelait les pauvres. » Elle s'interrompit, puis ajouta plus bas. « Elles ont pris des enfants à leur tour, pour remplacer ceux que la mer leur avait volés. » Un silence. « Et maman ?»
soufflai-je. Sœur Madeleine baissa la tête. Elle est allée rendre ce qu'elle croyait avoir pris. Je crus que mes jambes allaient céder. Marc posa la main sur mon épaule. Où ? Dans la crypte du couvent, sous les ruines. Il y a encore une porte. Elle s'ouvre avec 3 Ave Maria. Sœur Madeleine fit un pas vers nous. Sa main tremblait. Mais vous n'y trouverez pas la paix, seulement ce que vous auriez dû ignorer. Elle recula dans la pénombre. Quand nous sortîmes, la lampe derrière elle s'éteignit. Nous marchâmes jusqu'à la lande. La lune crevait par moments le voile des nuages. Le vent portait des odeurs de sel et de cendre. Les ruines de Sainte-Anne dressaient leurs arches noires au-dessus de la falaise, comme les côtes d'un géant endormi. Marc s'agenouilla devant l'entrée. 3 Ave Maria, murmura-t-il. La 3e prière achevée, la terre vibra. Un pan de mur s'écarta lentement, découvrant un escalier en colimaçon. Une haleine tiède, presque humaine, monta de la crypte. Nous descendîmes. La crypte n'était pas aussi vaste que je l'imaginais. Les murs luisaient, couverts d'une moisissure claire. Au centre, un bassin d'eau stagnante reflétait les voûtes. Autour, des niches creusées dans la pierre. Dans certaines, des rubans, des chaussures, des bibelots d'enfants. Dans d'autres, des crânes minuscules. Je m'approchais du bassin. L'eau semblait immobile, mais au fond, quelque chose bougeait lentement, comme une chevelure blonde. Marc posa sa main sur mon bras. « Regarde le mur, dit-il. Au-dessus du bassin, gravé dans la pierre, une inscription. Ceux qui promettent doivent donner cher, sinon l'eau prendra. Et juste en dessous, un nom ajouté plus tard à la craie, Claire Morvan. Le nom de notre mère. Je sentis un poids tomber dans ma poitrine. Elle a voulu m'offrir. Marc ferma les yeux. Elle a cru qu'elle sauverait la famille. Comme les autres. Alors, derrière nous, un souffle. Pas d'air, mais une présence qui pousse les os de l'intérieur. Nous nous retournâmes. 3 silhouettes se tenaient sur les marches, leurs voiles collant à leur visage. Leur peau semblait mêlée à la pierre, leurs mains comme des racines. Elles s'avançaient sans bruit, mais chaque pas résonnait dans ma tête comme une note de cloche. La première parla. Sa voix n'était ni vieille ni jeune, mais chargée d'eau et de temps. L'offrande n'a pas été reçue. La deuxième, la mère a fui. La troisième, l'enfant doit venir. Marc se plaça devant moi, bras écartés. Non, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas toi qu'on réclame, répondit la première. Elle leva une main, et dans sa paume, une flamme bleue se mit à brûler. Je sentis la chaleur sur mon visage, et dans cette lumière je vis leurs traits, ou ce qu'il en restait. Des orbites vides, des bouches cousues, et autour de leur cou, des rubans noirs. Une des voix souffla. Le ruban portait ton nom. Il a été cousu pour toi. Le lien est fait. Je reculai jusqu'au mur. Mon dos toucha la pierre froide. Le bassin vibrait. L'eau se mit à tourner lentement, puis plus vite, aspirée vers un centre invisible. Marc agrippa ma main. On s'en va, maintenant. Mais l'escalier avait disparu. À sa place, une paroi lisse, suintante. Une lumière monta du bassin, bleue, presque belle. Dans son éclat, j'aperçus une silhouette. Maman, les bras tendus vers nous, son visage paisible, comme endormi. Elle murmura quelque chose que je n'entendis pas. Puis sa main s'ouvrit et la lumière l'engloutit. Tout devint silence. Quand je rouvris les yeux, j'étais dehors, couché sur la lande, trempé de pluie. Marc à côté de moi évanoui. Les ruines étaient écloses, la crypte invisible, comme si rien n'avait jamais existé. Mais sur ma poitrine, le ruban noir était revenu, noué autour de mon cou. À l'aube, nous trouvâmes Joss assis sur le muret de la ferme. Il leva la tête vers nous. Je vous avais dit de ne pas creuser. Marc voulut parler, mais Joss leva la main. Trop tard, les serments se transmettent. Ce qui a commencé en 1883 ne s'arrête qu'avec le dernier mot tenu. Alors que devons-nous faire ? Il soupira. La mère prendra un des vôtres, sinon elle ne se taira pas. Il se leva, remit son bonnet et ajouta « Et à Kéravel, on sait que la mère ne se lasse jamais. » Ce soir-là, j'entendis à nouveau les cloches. 3 coups seulement. Puis, dans la chambre, le bruissement du ruban contre ma peau. Et derrière la fenêtre, le murmure d'une voix d'enfant. « Tu es à nous. » Il y eut pendant quelques jours, comme une accalmie. La pluie cessa enfin. Le vent se fit plus doux. La mer, d'ordinaire furieuse, dormait à plat, comme une bête repue. Marc disait que tout cela n'était qu'une illusion, mais j'avais besoin d'y croire. J'allais à l'école, je saluais les voisins, je souriais même. Les gens répondaient distraitement, comme si une distance invisible s'était installée entre nous. Le ruban noir, je le portais encore. Impossible de l'ôter. Chaque fois que j'essayais, un froid me prenait au cou, puis la sensation d'un souffle contre ma nuque. Une main qui se refermait doucement pour m'en empêcher. Alors j'avais fini par le cacher sous mon col. Et à chaque fois que je croisais mon reflet, dans la vitre ou l'eau d'un seau, le ruban semblait plus serré, plus sombre,
comme s'il se nourrissait de moi. Un matin, Marc rentra avec un vieux livre emprunté à la bibliothèque du diocèse. Sur la couverture, en lettres dorées, « Rituel d'expiation de Basse-Bretagne ». Il le posa sur la table, les doigts tachés d'encre. « Joss avait raison, dit-il. Il existe un rituel pour rompre un serment. Mais il faut le nommer et le rendre à la mère. »« Rendre quoi ?»« Ce qui a été promis. » Il leva les yeux vers moi. « Toi, je crus d'abord qu'il plaisantait, mais son visage resta grave. Pas pour te donner, Éloi, pour te libérer. Si on t'y conduit, volontairement, avant qu'elles ne viennent te chercher, le lien se brise. Et si ça échoue, alors elles prendront ce qu'elles veulent. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Le bruit de la mer me parvenait jusque dans la chambre, régulier, presque apaisant. Je pensais à maman, à sa lettre, à ses mains tremblantes, sur le chapelet. Peut-être avait-elle voulu me sauver, elle aussi, à sa manière. Au matin, j'acceptais. Nous préparâmes nos affaires comme pour une fugue. Pain, lampe, corde. Marc glissa le livre dans son sac. Le vent soufflait du large, chargé d'odeurs de varech et de sel. Nous suivîmes le chemin des douaniers, celui qui longe les falaises, jusqu'à l'endroit où la crypte avait disparu. À mi-pente, nous croisâmes Joss, appuyé sur son bâton. Il nous regarda longuement. « Vous allez à la mer ?» demanda-t-il. Marc hocha la tête. « Alors souvenez-vous, on ne parle pas. On offre le silence, pas les mots. » Il posa sa main calleuse sur mon épaule. « Et si tu entends ton nom, ne réponds surtout pas. » Jamais. La descente fut longue. Le vent montait du rivage, lourd de sel. À mesure que nous approchions, la lumière changeait. Tout prenait une teinte de cuivre, comme si le soleil avait rougi de fatigue. Les vagues venaient mourir dans une petite crique où s'ouvrait un arc de pierre. L'entrée d'une ancienne chapelle, à moitié ensevelie. Marc déposa la lampe, ouvrit le livre. Il faut réciter les mots et laisser la mer les avaler. Il lut d'une voix grave. Ce qui fut pris doit être rendu. Ce qui fut promis doit être nommé. Que la chair donnée redevienne souffle et que l'eau reprenne sa part. Il me fit signe d'avancer. Je m'agenouillai sur le sable. Le vent jouait avec le ruban autour de mon cou. Marc leva la main. « Maintenant, dis ton nom, Éloi. Dis-le pour toi, je le fis. » Et aussitôt le vent s'arrêta. Le silence fut si brutal qu'il sembla me frapper la poitrine. L'eau, jusque-là tranquille, se mit à bouillonner. Des bulles éclatèrent, puis une forme émergea. Une femme en robe noire, debout dans la mer jusqu'à la taille. Son voile ruisselait, mais son visage restait sec, comme figé dans un autre air. Derrière elle, deux autres silhouettes se dressèrent. Marc s'interposa. « Vous ne l'aurez pas !» hurla-t-il. Mais les silhouettes restèrent immobiles. Alors la première parla, d'une voix qu'on aurait dite sortie de la terre elle-même. « Ce qui a été promis vient d'être nommé. Il doit être rendu. » Je reculai, mais le ruban se resserra d'un coup. Une brûlure au cou, un vertige. Marc me prit dans ses bras, chercha à dénouer le tissu. Le ruban glissa, se détendit un instant, puis s'enfonça dans ma peau comme une corde vivante. La mer se souleva, l'eau monta, monta encore. Les silhouettes avancèrent, leurs robes flottant autour d'elles comme des méduses. Marc hurla mon nom. Je sentis ma gorge se fermer. Puis, d'un coup, le ruban céda. Il tomba sur le sable, inerte. Les silhouettes reculèrent, la mer se retira. Je respirais, libre. Marc tomba à genoux, les mains tremblantes. Nous étions sauvés. C'est du moins ce que je crus. Sur le chemin du retour, le ciel s'éclaircissait. Les oiseaux revinrent, criards et vivants. Nous rions, épuisés, incrédules. À l'entrée du village, Joss nous attendait. « Vous avez réussi ?» ?»« Oui, répondit Marc. Le ruban est tombé. » Le vieil homme hocha la tête, songeur. « Tant mieux. Tant mieux. » Il nous accompagna jusqu'à la maison. La porte était close, les volets battants. À l'intérieur, tout semblait en ordre. Sauf une chose, sur la table, la photo du petit garçon blond. Mais maintenant, il n'était plus seul. À côté de lui, un autre enfant venait d'apparaître. Moi. Marc blêmit. Non, c'est impossible. Je m'approchai. Les visages étaient identiques. Le même sourire, la même lumière froide dans les yeux. Alors j'entendis le clapotis de la mer, tout près. Pourtant nous étions à des kilomètres du rivage. Et une voix douce à mon oreille. « Merci d'avoir tenu ta promesse. » Je voulus me retourner. Marc n'était plus là. Le soir tomba sur Kéravel. Les voisins dirent qu'ils avaient vu Marc marcher vers la lande, seul, le regard fixé sur la mer. Personne ne le revit jamais. Quant à moi, j'ai continué à grandir. Je parle peu, je prie beaucoup. Mais parfois, dans le miroir, le ruban réapparaît. Et dans l'eau du seau, l'enfant blond me regarde encore, en silence. Pensez-vous que Marc est vraiment mort? Que représente l'enfant blond? Et vous? Croyez-vous aux promesses faites à la mer? Abonnez-vous, laissez votre théorie, car le dernier chapitre arrive bientôt.
Les années ont passé. J'ai quitté Kéravel, croyais-je. J'ai étudié, travaillé, vieilli même. Mais à chaque fois que je fermais les yeux, le vent du Finistère revenait me chercher. Il soufflait derrière les fenêtres des villes, dans le bruit des trains, dans le claquement d'une porte. Toujours le même vent, chargé de sel et de prières avortées. J'avais 30 ans quand la lettre arriva. Une enveloppe brune, sans timbre. À l'intérieur, une photo, l'église Saint-Corentin-des-Vents, restaurée. Et au dos, 3 mots tracés à l'encre pâle. Reviens, messe de minuit. Je n'y avais pas remis les pieds depuis la disparition de Marc. Je me souviens de la route, des champs, de la lande balayée par la pluie. Kéravel n'avait presque pas changé, sauf le silence, plus épais, plus dense. Les maisons semblaient vides. Même les volets clos avaient un air de prière. L'église était ouverte. À l'intérieur, des chandelles neuves brûlaient, alignées, et sur l'autel, un missel ancien, couvert de sel. J'entendis des pas derrière moi. Une femme s'avança, vêtue d'un manteau sombre. Son visage, éclairé par la flamme, me frappa. « Sœur Madeleine. »« Vous êtes venue, dit-elle. » Sa voix n'avait pas changé. « Qui m'a écrit ?»« C'est lui. Il vous attend. » Je compris avant qu'elle ne parle plus. « Marc. » Elle me guida vers la sacristie. Le couloir menait à une porte basse, jadis murée. « Ils ont reconstruit par-dessus, dit-elle. La crypte existe toujours. Vous seul pouvez l'ouvrir. »« Pourquoi maintenant ?»« Parce que la mer recommence à prendre. » Elle posa sa main sur mon bras. « Les vagues montent plus haut chaque année. La paroisse a peur. Il faut refaire la promesse. Mais cette fois, il faut qu'elle tienne. » Je ne répondis pas. Je sentais déjà, contre ma peau, le frottement d'un tissu invisible. Le ruban, je descendis seul. L'air y était froid, humide, presque vivant. L'odeur de pierre et de sel me saisit à la gorge. Les torches fixées au mur éclairaient faiblement le bassin. L'eau y vibrait comme un souffle. Et il était là, debout, au bord. Marcoing, son visage n'avait pas vieilli. Ses yeux étaient calmes, son sourire doux, presque rassurant. « Tu vois, dit-il, ce n'était pas la mer. C'était nous. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Nous avons rompu le cercle. Il faut le refermer. » Il leva la main. Dans sa paume, un ruban noir. Le même intact. Mais là, non, il ne te fera plus de mal. C'est une clé, pas une chaîne. Je reculai. « Tu n'es pas réel. » Il eut un rire sans son. « Et toi, Éloi, l'es-tu » Derrière lui, les voiles se levèrent. 3 ombres à nouveau, mais plus nettes, plus humaines. Leurs visages n'étaient plus cousus. Je vis dans leurs yeux quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Si tu refuses, la mer prendra les autres, » dit Marc. « Ceux qui n'ont rien fait. Les enfants, les maisons, les bateaux. Kéravel disparaîtra. » Il avança d'un pas, tendit le ruban. « Ce n'est qu'un mot à prononcer. Un mot pour fermer la promesse. » Je voulus parler, mais aucune voix ne sortit. La mer grondait au loin. On aurait dit qu'elle attendait ma réponse. Alors j'ai tendu la main. Le ruban était tiède. Quand je le pris, l'eau du bassin s'éleva lentement, formant un cercle autour de nous. Les 3 silhouettes se mirent à prier. Marc murmura quelque chose en breton. Un chant grave, presque beau. Je nouai le ruban autour de mon cou. La lumière bleue revint, la même qu'autrefois. Le sol vibra. Le bassin se referma comme un œil. Tout s'éteignit. Je me réveillai sur la plage au matin. La mer était calme. Le ciel clair. Au loin, le clocher brillait sous le soleil. Kéravel vivait à nouveau. Les volets ouverts, les voix, les rires des enfants. Personne ne me reconnut. On me salua comme un étranger. Sur le mur de l'église, une plaque neuve. Pour marquer Éloi Morvan, gardien de la promesse. Je portais la main à mon cou. Rien. Le ruban avait disparu. Mais quand je me penchai pour boire à la fontaine, le reflet de l'eau trembla. Et dans le miroir liquide, derrière mon visage, quelqu'un priait encore. Un garçon blond, immobile, le regard tourné vers la mer. La brume se leva, emportant son image, et le vent du large me souffla comme un murmure familier. Ce qui fut promis ne meurt jamais. Et vous, quelles promesses avez-vous faites sans les tenir ? Abonnez-vous, laissez votre interprétation. La malédiction de Kéravel s'est-elle vraiment achevée ?